C'est avec d'infinis regrets que je dois participer à ce colloque par vidéo, des raisons personnelles parmi vous aujourd'hui, et je tiens à remercier la professeure Sandrine Sana-Cheyenne-Onéré et toute l'équipe organisatrice de ce colloque qui, de report en report, a soumis avec courage et ténacité, m'aura fait rêver de terres lointaines pendant près de 2 ans et qui, surtout, m'aura fait découvrir des questions aussi importantes socialement que passionnantes juridiquement. Bon, je tiens à m'excuser d'avoir dû renoncer in extremis et je vous souhaite à tous un très beau colloque. Casse-tête, maquis inextricable, enchevêtrement, incompréhensible, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire les problèmes de ces indivisions qui se divisent et se subdivisent, parfois plus d'un siècle et demi, sans jamais être liquidés et surtout sans que l'on sache qui tient de qui et qui a droit à quoi. Cette situation n'est pas propre à la Polynésie française, elle existe à l'état endémique, pourrait-on dire, dans d'autres îles, de la Corse à la Nouvelle-Calédonie, en passant par Mayotte. Mais elle prend en Polynésie une dimension d'autant plus importante qu'elle correspond à une réalité complexe et fait écho à l'attachement des Polynésiens à la propriété collective de la terre. Pour eux, dit-on souvent, l'indivision est à la fois un fléau et une protection. Un fléau car elle rend toute transaction incertaine et freine par conséquent le développement économique du territoire. Une protection parce qu'elle a permis de repousser jadis les appétits des colons et qu'elle freine aujourd'hui ceux des grands groupes économiques. Et puis, de façon toute pragmatique, elle dispense ceux qui vivent de la terre de l'obligation de payer des droits de mutation et de partage qu'ils ne pourraient financièrement pas assumer. Mais à long terme, cette protection risque de devenir un poison. Aussi est-il plus que jamais nécessaire de chercher une solution au problème de fond, celui de la terre, et en attendant, d'adapter le cadre juridique existant pour faire face aux questions les plus urgentes. En ces matières, le juge judiciaire se retrouve bien sûr en première ligne. C'est à lui de traiter au quotidien les situations inextricables créées par ces indivisions complexes. D'autant que face à la difficulté de la tâche, qui complique la recherche d'une solution consensuelle et qui fragilise le peu qui semblait acquis, c'est vers lui que se tournent très vite les intéressés. Dans son rapport, la commission des lois du Sénat explique clairement les raisons qui poussent les indivisaires à recourir presque exclusivement au partage judiciaire. Or, les instruments dont le juge dispose ne sont pas adaptés aux réalités et aux besoins sociaux locaux. C'est pourquoi les juges en poste en Polynésie ont été conduits à construire une jurisprudence imaginative sur le partage par souche ou sur l'attribution préférentielle du logement aux conjoints survivants. Cet effort créatif s'est heurté à la Cour de cassation. Non pas que la Cour de cassation soit insensible aux réalités locales. Sa jurisprudence sur la coutume en Nouvelle-Calédonie en est la preuve. Mais que sa mission est à la fois de veiller à la bonne application de la règle de droit et d'assurer l'unité de son interprétation sur le territoire de la République. Elle est à la fois gardienne de l'orthodoxie de la règle dans son interprétation et garante de la généralité de la règle dans son application. Elle ne pouvait donc que censurer les jurisprudences locales, aussi opportunes soient-elles. Et en agissant ainsi, la Cour de cassation respecte la mission qui lui est attribuée et en fait renvoie le législateur à sa responsabilité. Le législateur, ou plutôt les législateurs, puisqu'en l'occurrence, 2 voies pouvaient être explorées, passer par le législateur national ou laisser l'initiative au législateur polynésien. Alors on sait que c'est la première solution qui a été choisie en 2019, avec la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, qui a entendu adapter le régime de l'indivision en s'inspirant de la jurisprudence de la Cour d'appel de Papeete, de différents rapports consacrés au problème
et d'expérimentations menées sur d'autres territoires d'outre-mer. Le fossé qui se creusait entre la Cour de cassation et la Cour d'appel de la propriété, ayant ainsi été comblé, en attendant que l'une et l'autre soient amenées à interpréter la loi de 2019, c'était en toute sérénité que j'avais accepté l'invitation des organisateurs de ce colloque. Pour autant, tous les problèmes ne sont pas réglés. Et le contentieux qui monte devant la Cour de cassation est bien présent. Sans parler de ces affaires que l'on hérite de conseiller en conseiller, de cassation en renvoi et de renvoi en nouveau pourvoi, dans le cadre de dossiers aussi inextricables que les indivisions qui en sont l'objet. Et pour ne rien simplifier, les questions d'indivision montent souvent devant la Cour de cassation à travers des moyens de procédure, les avocats au conseil jouant habilement sur les particularités du Code de procédure civile de Polynésie. Alors ce sont ces problèmes, tels qu'ils sont vus par la Cour de cassation, que je souhaiterais vous présenter à travers une étude de 10 ans de jurisprudence des premières, deuxième et troisième chambres civiles de la Cour de cassation relative aux indivisions polynésiennes, soit une bonne trentaine d'arrêts. Qu'aucun d'entre ces arrêts ne porte sur le partage est en soi tout un symbole. De même, n'y a-t-il à peu près rien sur la gestion de l'indivision. Tous les pourvois, ou presque, qu'ils avancent sous le masque de la procédure civile, ou qu'ils abordent directement le problème de fond, reviennent à une question centrale, celle de la preuve de la qualité de propriétaire, qu'il s'agisse de la preuve de la qualité de propriétaire en général ou de la preuve de cette qualité par usucapion en particulier. Et dans le cadre de cette présentation orale, je me contenterai d'évoquer ces questions, renvoyant pour un examen des arrêts eux-mêmes à ma communication écrite. Premier problème, donc, la preuve de la qualité de propriétaire en général. Il y a deux questions particulières que l'on retrouve sur tous les cieux, mais qui, dans le contexte social, culturel, historique, politique et juridique de la Polynésie, prennent une importance singulière. Premier problème, la preuve de la qualité d'héritier du dernier, parfois d'ailleurs le premier, propriétaire, dont le titre n'est pas contesté. Second problème, la preuve du droit de propriété. Tout d'abord, la preuve de la qualité d'héritier. C'est une question universelle qui, en métropole, peut faire penser à telle ou telle indivision corse, mais qui, en Polynésie, on est à remonter 4 ou 5 générations, voire plus, jusqu'au détenteur originel d'un tomité établi à la fin des années 1850. Et la situation en Polynésie est compliquée par deux facteurs. D'une part, le manque de fiabilité de l'état civil, d'autre part, le contexte social et culturel local avec les enfants nés hors mariage ou l'adoption familiale. Alors cette question se pose soit directement pour prouver la qualité de propriétaire, soit indirectement pour prouver la qualité pour agir. Pour agir afin de revendiquer la propriété d'un bien et ou contester tel ou tel acte passé sur ce bien. Premier problème, donc, la preuve de la filiation par les actes de l'état civil afin de prouver la qualité de propriétaire. Dans bien des cas, en effet, la preuve que l'on est légitime héritier de la dernière personne dont le titre de propriété n'est pas contesté suppose que l'on remonte sur plusieurs générations, parfois sur près d'un siècle et demi, avec tous les problèmes qu'on imagine, les variations sur les noms, les approximations de dates, l'incertitude sur l'âge des intéressés, les difficultés de reconstituer, les fratries, etc. Au juge du fond d'opérer par recoupement entre les actes et documents dont il dispose, les magistrats du fond disposant en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation. Quant à l'acte de notoriété, dressé après le décès, et qui souvent est un des rares documents dont on dispose, il est de jurisprudence constante qu'il établit la preuve de la qualité d'héritier et non celle de la filiation. Il fait foi, jusqu'à preuve contraire,
étant précisé que, en cas de contestation, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante de l'acte de notoriété produit. On entrevoit donc la complexité des problèmes posés. Seconde question, la preuve de la filiation par les actes de l'état civil afin de prouver la qualité pour agir ou invoquer l'autorité de la chose jugée. Alors, comme je l'ai dit, la preuve de la filiation peut se poser, la question de la preuve de la filiation peut se poser dans un cadre procédural afin de déterminer la qualité pour agir en tierce opposition lorsque une décision qui a tranché la question de la propriété, ce qui semble garantir les droits du propriétaire ou de son acquéreur, et que quelqu'un qui se prétend propriétaire individu apparaît ou réapparaît et attaque la décision à laquelle il n'a été ni présent ni représenté, ou qu'il affirme que cette décision n'a pas autorisé la chose jugée à son égard. Et là encore, la Cour de cassation doit appliquer les textes, aussi fâcheuses que puissent être les conséquences. Et je renvoie sur ce point à ma communication écrite. La situation n'est guère plus rassurante si l'on s'intéresse à la preuve du droit de propriété. L'histoire mouvementée et, si l'on ose dire, éclatée du droit foncier en Polynésie accroît les difficultés auxquelles sont confrontés les juges du fond. On le constate lorsqu'on analyse les arrêts rendus par la Cour de cassation sur les modes de preuve et sur la prise en compte des particularités législatives propres à telle ou telle partie du territoire, notamment les îles Solomon. Et là encore, de longs problèmes se posent. En particulier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été appelée à mettre en œuvre le principe selon lequel les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et qu'il appartient au juge du fond de déterminer souverainement la valeur qui peut être reconnue aux éléments de preuve qui leur sont apportés, la loi n'établissant aucune hiérarchie entre eux et le juge pouvant se fonder sur des présomptions s'il se trouve en présence de titres contradictoires. Alors, dans nombreux cas, le seul titre invoqué est un tomité établi dans la seconde moitié du XIXe siècle. Quant aux relevés cadastraux, la Cour de cassation a mis en œuvre le principe général selon lequel ces relevés cadastraux ne valent pas titre de propriété. Ils ne font pas preuve de celle-ci. La preuve de la propriété peut aussi résulter des actes de mutation, des actes de partage, des expertises réalisées, etc. Tout acte qui, malheureusement, peuvent, soudain, être fragilisés, remis en cause par l'apparition ou la réapparition d'un indivisaire jusque-là ignoré. Elle peut aussi résulter d'un jugement, ce qui pose de nouveau la question de l'autorité de la chose jugée, notamment pour ce qui est de l'identité des parties. Et on revient alors à la question posée tout à l'heure, qui a présenté qui dans le procès? Avec le risque de procès qui renaissent sans cesse, un peu comme ces bougies anniversaires qui, à peine soufflées, se rallument aussitôt, à moins que la possession ne permette de moucher, si j'ose dire, le procès. On saisit donc la complexité des problèmes qui se posent aux juges et le caractère inextricable de certains contentieux qui, de plus, semblent sans fin, puisque ceux qui se croient propriétaires, pour avoir acquis leurs biens du propriétaire, celui qui est supposé être propriétaire, peuvent voir surgir à tout moment des indivisaires qui contestent leurs droits, à moins qu'ils bénéficient des effets apaisants de la possession. Et ce second point que je voudrais maintenant aborder. La preuve de la qualité de propriétaire par usucapion en particulier. Comme l'explique Philippe Mallory, l'usucapion est une institution d'ordre social. Elle interdit, dit-il, la prolongation indéfinie d'un divorce entre la possession et le droit de propriété, en faisant coïncider, après un certain temps, le droit et le fait. L'usucapion, la possession prolongée, joue un rôle particulièrement important dans les zones d'indivision complexe de la Corse à la Polynésie. Un rôle, pourrait-on dire, de juge de paix dans des conflits sans fin. Pour produire ces effets acquisitifs de propriété,
l'usucapion suppose une possession d'une certaine durée, étant rappelé qu'il existe deux modalités d'usucapion. L'usucapion de droit commun, qui bénéficie à tout possesseur ayant possédé l'immeuble pendant plus de 30 ans, et l'usucapion abrégé, avec une possession de 10 ans seulement. Deux possessions qui viennent au secours de la sécurité de transaction. Alors, dans ces dossiers polynésiens, la Cour de cassation a eu à traiter aussi bien des conditions générales de l'usucapion que des règles propres à l'usucapion abrégé. Pour ce qui est des conditions générales de l'usucapion, il faut donc une possession d'une certaine durée. Alors, pour être utile, la possession acquisitive doit être une possession au sens juridique du terme, ce qui implique une maîtrise de la chose avec l'intention de se comporter comme un véritable propriétaire. Elle doit être exempte de vices, paisible, publique, continue et non équivoque. En particulier, le détenteur précaire ne prescrit jamais, car en détenant la chose, il possède pour autrui. Et, comme exemple, on peut prendre celui du locataire qui ne peut jamais prescrire. Même chose pour un demandeur qui invoquerait, c'est un dossier que j'ai eu à traiter, qui invoquerait une autorisation obtenue de celui qui croyait être propriétaire, mais qui en fait ne l'est pas. La possession suppose des actes de possession, étant précisé que le juge du fond apprécie souverainement la réalité des faits de possession invoqués au soutien de la demande. Et encore faut-il caractériser l'existence de faits matériels de possession. La possession doit être d'une certaine durée. 30 ans en droit commun, 10 ans pour l'usucapion abrégé. Et dans les deux cas, le point de départ du délai de prescription est celui de l'entrée en possession du possesseur ou de son auteur. L'article de 1265 du Code civil posant le principe que les possessions peuvent se joindre. Donc on peut pour compléter une prescription, on peut joindre à sa possession actuelle celle de son auteur. Et cette règle est évidemment très utile dans les affaires où l'action avec l'indivision passe de génération en génération. Pour ce qui est maintenant des conditions propres à l'usucapion abrégé. L'usucapion abrégé joue dans des hypothèses où le possesseur entre en possession en vertu d'un titre juridique et qu'il est de bonne foi, mais que ce titre est contesté. La durée de la possession étant réduite alors à 10 ans. Alors cette règle est très utile en Polynésie, notamment lorsque survient un indivisaire qui conteste la cession réalisée par des co-indivisaires. Dans ce cas, l'acquéreur possesseur de bonne foi sera protégé s'il a possédé pendant 10 ans. Pour être utile, la possession doit se fonder sur un juste titre, vente, lait, apport en société, et surtout, le possesseur doit être de bonne foi. Cette preuve de la bonne foi pouvant susciter des problèmes extrêmement délicats. Et la Cour de cassation a notamment été amenée à préciser que la bonne foi requise pour prescrire doit s'apprécier en la personne de chacun des indivisaires revendiquants à la date de son acquisition par juste titre. Donc peu importe que les propriétaires ou les possesseurs antérieurs n'aient pas été de bonne foi, ce qui compte, c'est la bonne foi de celui qui invoque la possession. On le voit, les questions qui se posent sont extrêmement complexes. Ce colloque n'en a que plus d'importance. Il aura en tout cas eu une première vertu, celle d'engager un dialogue entre les juges du fond en poste en Polynésie, juges du fond que je remercie pour les éléments de réflexion qu'ils m'ont apportés au cours de la préparation de ce colloque, dialogue entre eux et la Cour de cassation. Puisse ce dialogue se poursuivre, nombre de problèmes sont encore en suspens, et il est à craindre que la loi du 26 juillet 2019 en suscite de nouveau. Je vous remercie.